Salut les amis, regardez qui j'ai derrière moi, c'est VTmore. VTmore qui est un des super youtubeurs en anglais pour Illuvium. Donc si vous parlez anglais, allez voir sa chaîne, je vais mettre le lien dans la description. Mais si vous parlez pas anglais, vous risquez de rater les interviews qu'il a fait. Et la dernière interview qu'il a fait avec Kiran et Grant, les deux des trois fondateurs d'Illuvium, était génial. Donc j'ai dit, bon, allez, c'est parti, on va la résumer, on va la traduire, et c'est exactement ce que je vais faire maintenant. Donc, je vais laisser la vidéo derrière comme ça, et j'ai des notes sur un peu tout ce qui s'est dit pendant cette vidéo. Donc au début, bon, il a fait une petite intro. Après, c'est sur les vacances de Kiran. Kiran n'a pas été là pendant un certain temps, à peu près une semaine, peut-être 12 jours maximum. Il est allé en vacances au Mexique pour se recharger parce que ils ont travaillé comme des dingues pour Illuvium pendant toute l'année dernière et il travaillait déjà comme un dingue avant ça quand il travaillait avec DeFi. Quelque chose qu'il avait dit avant, c'est qu'il avait commencé, je crois, avec 100 000 dollars. Il était arrivé à quelques millions parce qu'il il n'arrêtait pas avec DeFi, passer de protocole en protocole quand c'était justement le meilleur moment, hein, en janvier, en juillet-juin, l'été 2020. Donc ça l'a aidé et voilà, bon, c'est ça sur ses vacances. Après, on commence à parler de ce qu'il a raconté un peu sur Twitter, parce qu'apparemment il est revenu, il a commencé à jouer au jeu. Il n'avait pas vraiment joué au jeu avant. Lui, c'est pas la partie du développement qu'il fait. Évidemment, il a vu toutes les leaks qu'on a vues et plus, mais il n'a jamais eu l'occasion de vraiment jouer au vrai jeu. Et là, il a pu jouer à l'auto-battler. Et alors, si vous regardez ses tweets, qui, bon, évidemment, sont en anglais, il a été complètement bluffé par le jeu, ce qui est une bonne nouvelle quand c'est ton propre projet. Il a adoré le jeu. C'est un mec qui a joué beaucoup, il le dit, hein, il a joué parfois pendant des journées entières à Teamfight Tactics, TFT, donc le jeu qui est leur objectif un petit peu, hein, qui a 10 millions de joueurs mensuels et qui a été un très grand succès de ceux de Riot, de ceux qui ont fait League of Legends. Donc il a adoré le jeu, il a vu qu'il y avait, surtout que le jeu est fait de différentes pièces, donc il y a plein de choses que tu peux voir de manière séparée, mais là tout a été déjà assemblé d'une manière où un joueur peut s'identifier, peut jouer, peut commencer à voir la qualité de tout ça. Donc il dit qu'il y a eu des avancées énormes et c'est un truc qu'il va dire un peu pendant tout l'entretien, que ça n'a plus rien à voir avec les autres jeux de crypto. Bon, ça, c'est si vous me connaissez, moi pour l'instant je suis que sur Illuvium et je vais peut-être rester que sur Illuvium, pas seulement parce que j'ai beaucoup investi dessus, mais aussi parce que j'ai beaucoup investi dessus, parce que les autres jeux, pour moi, pour l'instant, ils sont nuls. Ils sont simplement nuls et j'ai pas envie d'y jouer. Bon, il y a peut-être de l'argent à faire pour des paris court terme, etc. Mais il n'y a rien qui me fascine. Et pourquoi? À cause des whitelists, etc. Et justement, ils vont en parler après. Donc, quelles sont ses premières impressions? Il est super, super content sur la qualité. Donc là, on arrive déjà à la minute 9, hein, comme je disais, je résume. Et c'est sur la stratégie en fait de la release, c'est-à-dire comment va sortir le jeu et avec quelle stratégie. Donc Kiran pensait, hein, quand ils ont commencé l'année dernière, que c'était GameFi au maximum vers juillet 2021, que à maintenant à peu près, à notre époque actuelle, là où on est, il y aurait beaucoup plus de joueurs mainstream, c'est-à-dire des vrais joueurs du vrai monde des jeux vidéo, euh, en ce moment. Mais bon, on voit que ça traîne un petit peu. Les vrais joueurs de jeux vidéo, je dis vrais joueurs, j'entends par là les joueurs de Fortnite, de Skyrim, de qualquer jeu non, qualquer, c'est espagnol, n'importe quel jeu qui ne soit pas vraiment crypto, hein, les vrais jeux qu'il faut payer pour jouer et on ne te donne rien en échange, donc tu payes parce que tu aimes ça. Donc ces joueurs-là, ils ont un biais vraiment négatif contre les NFT encore, hein. Ça se voit beaucoup sur Twitter. En général, j'ai vu des gens, je sais plus, ils parlaient d'une actrice ou d'Eminem qui avait pris un NFT, un singe, etc. Ils étaient tous à dire ah, ça me donne envie de vomir, blablabla. Donc moi, ça me fait rire parce que ça me rappelle énormément la réaction des banquiers et des gens de la finance avec DeFi, avec la finance décentralisée en 2020 et blockchain, etc. en général.
Et ce qui est intéressant, c'est que même les banques, même le monde de la finance a évolué énormément depuis, et maintenant ils y regardent tous. Donc à mon avis, il va se passer exactement la même chose avec le GameFi, avec les jeux comme ça décentralisés, crypto, play to earn ou play and earn, play, jouer et gagner. Ça va être pareil. Au bout d'un moment, quand c'est vraiment génial, quand il n'y a plus rien à dire, surtout avec un jeu comme Illuvium qui est beau et agréable à jouer, parce que c'est sûr, Axie, moi ça m'amuse pas. Euh, Bah, ils vont changer d'avis, et à partir du moment où tu commences à être dedans, tu retournes complètement ta veste, hein. C'est ce qui se passe avec pas mal de banquiers aussi qui maintenant veulent rentrer dans DeFi. Donc ils voient que pour l'instant, les joueurs principaux, là, mainstream, c'est pas pour l'instant. Il va falloir se concentrer pendant un bon moment encore sur les joueurs de crypto. Et normalement, on devrait pouvoir en attirer énormément vu les graphiques incroyables qu'on a. C'est lui qui parle, hein. Il dit qu'ils sont bien meilleurs niveau qualité de graphique, et il a joué beaucoup pour comparer, que TFT. Et encore une fois, TFT a 10 millions de joueurs, mais pour contrebalancer ça de mon côté, TFT c'est sur téléphone. Donc tu as beaucoup plus de joueurs comme ça. Illuvium va être sur téléphone, mais ça va prendre un certain temps, on n'est pas encore là. Donc d'abord on aura les joueurs PC. Donc, il parle beaucoup de l'auto-battleur. Il dit que bon, l'Overworld, il y a encore du travail à faire. Après, il parle un peu bon, de TFT. Ils font des compétitions internes dans l'équipe. Et qu'il y en a un qui s'appelle Ben, qui travaillait apparemment avec Riot, et qui est vraiment le meilleur, qui gagne quasiment tout le temps. Caron, leur frère, juste celui qui n'est pas dans cette interview, est extrêmement bon aussi. Donc, ce qu'ils expliquent là, c'est que pour gagner dans un jeu genre TFT, comme sera l'Auto-Battler d'Illuvium, il faut vraiment comprendre les mécaniques du jeu. Et que ces mecs-là, justement, qui ont été même à faire directement les mécaniques elles-mêmes du jeu, si tu as travaillé sur TFT comme Ben, ou si tu as travaillé sur Illuvium comme Aaron, ils comprennent le jeu complètement, ils ont écrit chaque part, ou chaque partie presque, donc ça aide à jouer. Donc pour être un très bon joueur, il faudra vraiment explorer le jeu et comprendre toutes les synergies, etc., ce qu'ils appellent les méta, pour que tu aies vraiment une chance d'arriver au top. Alors si tu es au top, ce qui expliquait, c'est ils ont des badges dark holo, donc un peu shiny foncé, quoi. Holo c'est vide, mais là c'est genre une catégorie supérieure, toujours dans Illuvium, et il y en aura 99. Donc ce sera quelque chose d'extrêmement dur à avoir, puisque tu n'en as que 99 sur peut-être 1 million, 10 millions, 100 millions de joueurs. Et il parle aussi d'un badge en plus qui serait fait pour le meilleur joueur du monde. Alors si c'est un NFT, imagine la valeur que ça a. Si c'est meilleur joueur 2023, je pense que tu n'as pas envie de le vendre. Mais bon, c'est comme des coupes où il y a aussi ces bagues des joueurs de la NBA qui sont données quand tu gagnes, mais bon, qui se revendent aussi. Après, bon, minute 15, il lui demande quel est ton illuvial préféré. Et lui dit que lui, il aime les serpents. Alors c'est drôle, il aime les serpents, mais il a interdit, on a appris ça dans le passé, il a interdit qu'il y ait des illuviaux qui soient des araignées. Donc il aime bien les serpents, mais il n'aime pas les araignées. Et donc il a joué avec ce caractère de serpent. Et il a dit qu'il était génial. Donc c'est un serpent qui crache du feu de loin, qui se met en arrière-ligne. Il dit qu'il croit que le nom c'est Verox ou quelque chose comme ça. C'est l'évolution niveau 2 avec Scoriox qui serait l'évolution niveau 3 si je ne me trompe pas. Donc c'est le gros serpent de feu qu'on voit dans les leaks. Après il parle de comment, alors ça c'est intéressant, je, pardon, pause au milieu si vous voyez que ça coupe, c'est parce que je pause, parce que je tousse sans arrêt depuis le Covid encore. Donc voilà, c'est pour ça que de temps en temps je fais ça, tac, et je reviens. Donc voilà, il parle de comment améliorer les illuviaux au niveau, avec les niveaux, c'est les levels en anglais là. Et donc, comment, si tu as un illuvial niveau 5, tu vas pouvoir le faire passer au niveau 6. Parce qu'il y a quelque chose qui a été dit, c'est que ça va être possible d'attraper des illuviaux de n'importe quel niveau d'évolution et de n'importe quel niveau. En tout cas, ce sera possible de les trouver. Après, si tu les attrapes, c'est une autre question. Donc, il dit c'est possible de trouver un Rampfire niveau 50, donc Rampfire Evolution 3, directement dans la jungle, hein. Et après, bon, c'est à toi de réussir à gagner. Donc, ça va être possible de trouver différents niveaux comme ça directement. Et donc, de niveaux comme ça, 50, 45, 10, et aussi les différentes évolutions. Donc, comment
améliorer ses niveaux quand on a un genre niveau 1 ou même 50 si tu veux passer 51. Parce que le niveau maximum a été mentionné sur Discord, mais pas par l'équipe. Je sais pas si ça, j'ai pas vérifié si ça a été dit avant. Certains ont dit que le maximum pourrait être 150, niveau 150. D'autres ont dit non, mais ce serait mieux 100. On verra. Mais bon, pour l'instant, c'est ça l'idée. Comment on augmente? Alors pour augmenter le niveau, pour l'instant, le seul moyen qui est à peu près sûr, ça va être les combats dans l'open world. C'est-à-dire, tu vas avoir tes illuviaux avec toi quand tu te promènes. Quand tu vas trouver un autre illuvial, tu vas te battre avec. Et là, tu peux monter en niveau. C'est-à-dire, c'est une bonne nouvelle parce que même si tu gères vraiment mal pour attraper les illuviaux, parce que tu essaies d'avoir le plus dur, les petits s'échappent et après il reste plus que le plus gros, finalement, au moins, tu n'auras pas tout perdu parce que tu peux toujours gagner l'expérience avec ça. Ils ont pensé que ce serait peut-être possible de faire monter en niveau aussi avec des combats de ranked, c'est-à-dire avec de la compétition. Ils ont dit Léviathan, Léviathan c'est lui là où on n'est pas nivelé, hors de question, puisque tu peux tout à fait créer deux wallets, deux portefeuilles et les faire se battre entre eux. Donc tu gagneras de l'expérience pour rien. Donc ça confirme d'ailleurs une autre conversation qu'il y a eu, je crois que c'était avec Scoriox en anglais, je me souviens plus si c'était dans un chat ou si c'était pendant son podcast, qui est toutes les semaines le vendredi, j'y suis quasiment tout le temps, où il y avait des questions sur sera-t-il possible de vraiment choisir avec qui tu te bats, ou est-ce que ce sera genre je suis niveau tant, ou je veux parier tant d'argent, et quelqu'un d'autre peut choisir ça. Moi, d'après ce qui a été dit, j'ai toujours compris que tu choisirais avec qui tu te battrais, mais en même temps, si tu n'as pas d'amis, c'est intéressant de pouvoir avoir une liste comme ça pour choisir. Et donc ça confirme qu'on pourra choisir, puisqu'il dit une personne avec deux comptes pourrait se battre avec lui-même. Donc ça confirme que cette option va être possible. Après, il dit pour la partie ranked, c'est-à-dire pour la partie de compétition où là tu choisis pas et où il y a un classement, c'est une possibilité, mais il n'a pas l'air de vraiment dire que ça va se faire. À la fin, il dit d'ailleurs, ce sera probablement que l'open world. Pareil, c'est-à-dire à qui tu donnes de l'argent, est-ce que tu donnes de l'argent qu'aux 100 meilleurs, etc. Bon, il préfère éviter ça. Donc pour l'instant, ce serait que l'open world. Donc, pour monter en expérience. Donc, hein. Bon, après, il continue de parler un petit peu de comment il a joué. Il dit qu'il n'a pas réussi à passer le niveau 5 encore, il est bloqué au niveau 5. Euh, il parle d'un personnage, je crois qu'il l'appelle Cyr, c'est un pangolin en anglais, qui est le préféré de Grant. Et il dit la manière dont c'est fait maintenant, il est complètement invincible. Il a parlé du serpent aussi, il a dit qu'il était trop fort aussi. Donc ils ont pas mal de balance, je sais pas comment on dit, balancement, d'équilibrage à faire pour que le jeu marche et que tu n'aies pas certains illuviaux qui soient bien meilleurs que les autres. Mais bon, c'est encore une petite information là sur ce personnage-là qui est de terre et qui va être un tank. Donc voilà, ça c'est pour le pangolin. Il mentionne une personne aussi, je le dis parce que si vous le voyez dans le Discord après ça peut être sympa, il s'appelle Peter, donc Pierre, c'est un russe qui fait il a été mentionné déjà sans qu'il donne le nom avant, mais c'est un mec qui a appris tout seul, qui apparemment fait des animations incroyables et qui a été trouvé par Grant. Donc ça a été une des premières personnes qu'ils ont pris dans leur boîte. Donc juste à part, si vous voyez un jour Peter, vous savez maintenant qui c'est. Après, il parle de Daily Quest et qu'il y aura des quêtes euh, quotidiennes que l'on pourra faire. Donc là, il répond oui, sans aucun doute. Alors, ça ressemble un peu à ce qu'il a raconté aux quêtes de Pokémon Go, si vous y avez joué, ou ça pourrait être un truc genre attraper 5 illuviaux aujourd'hui de feu, 5 illuviaux de feu aujourd'hui, et vous allez avoir des ILV, le token, de l'argent, en récompense. Maintenant, il a dit que ce ne serait pas le seul moyen d'avoir des ILV. Il y aura peut-être aussi d'autres moyens d'en avoir. Bon, on sait qu'il y en aura avec le survival, etc. Mais il dit qu'ils en donneront peut-être aussi avec les tournois. Mais bon, qu'il faut voir comment ça se passe pour que ce ne soit pas que les meilleurs qui reçoivent de l'argent. Et après, il parle des diaries, c'est-à-dire journal intime ou journal de bord. Et en fait, des pages, des entrées dans ce journal. Et il dit que c'est donc des choses qui vont se trouver un peu partout dans le jeu et qui nous donnent des informations sur la planète, puisqu'il y a toute une histoire dans Illuvium, j'en ai déjà parlé souvent. Et qui vont peut-être donner aussi des bonus,
des tokens aux premiers qui vont réussir à trouver ces différentes entrées. Qu'est-ce qui se passe après pour la Rank Arena, c'est-à-dire celle qui a un classement, l'arène avec un classement? Est-ce qu'on a des récompenses? Alors juste avant, il avait dit oui, on en aura peut-être. Là, il dit non, il n'y a pas de récompense. Donc je pense que on va prendre la dernière version. Donc les récompenses, ce sera pas pour ça, pas pour l'arène pour l'instant. Euh, mais bon, il alterne, c'est-à-dire avant il a dit oui, il y aurait des récompenses, après il dit si, non, il n'y en aurait pas, après il dit non, mais ça pourrait être que pour les 100 premiers, qui y ait un pourcentage qui soit réservé à part. À la fin, il dit encore non, mais en fait, c'est pas super s'il y a que les 100 premiers qui peuvent gagner de l'argent. Donc ça fait partie des trucs qui sont encore en train de décider sans doute. Et il insiste sur le fait que ce qu'il veut, c'est que ce soit pas simplement un play to earn, c'est-à-dire un jeu où on joue que pour gagner. Il veut au contraire que un, il dit justement, pardon, je regarde les notes en même temps, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été dites dans cette interview, et il dit que si le jeu était prêt, c'est-à-dire s'il pouvait jouer maintenant et faire justement des combats avec classement, il serait pas dans cet entretien avec VTMOR, il serait en train de jouer. Donc il y a souvent des blagues comme ça, c'est peut-être vrai aussi. Donc voilà, ça c'est pour la Rank Arena. Donc finalement, on sait que bon bah peut-être on pourra gagner de l'argent en plus, mais et ça a été clairement dit, il y aura un classement et tu vas jouer pour le classement et parce que c'est fun, parce que c'est amusant. Donc avec le classement, ça a aussi été mentionné avant, juste dans la même interview, qu'il y aurait ces badges quand tu arrives à un ranking assez incroyable. Donc voilà, on verra qu'est-ce qu'ils rajoutent en plus. Maintenant, on est à la minute 28 et il parle de la release, du lancement de la bêta privée. Donc il dit que pour l'instant, il pense prendre que 500 personnes, plus une trentaine à qui il a promis qu'il ferait rentrer. Bon, j'en fais pas partie. Mais après, il pense qu'ils vont monter très vite à partir de là. Et ils vont sans doute arriver dans les 10 000 joueurs assez vite. C'est-à-dire si ça marche avec 500, ils vont augmenter, augmenter, augmenter. Ça permet de tester l'infrastructure. Et en plus, ça amène plus de potentiels bugs, etc. pour les développeurs. Alors, à qui il a donné ces 30 accès en plus? Il mentionne après qu'il va en donner à un troll, un mec qui était contre le jeu, pas mal de gens qui disaient non, ce truc-là, ça marche pas. Apparemment, il y a des youtubeurs de plus de 50 000 abonnés qui étaient à critiquer beaucoup le jeu avant et qui maintenant demandent accès, à avoir accès, parce qu'après le trailer, les leaks et tout ça, ils se rendent compte que il y a peut-être quelque chose là. Donc, c'est pas mal si on peut avoir des gens qui étaient complètement contre, qui deviennent des défenseurs, ouais, qui voient vraiment les contres, parce que s'ils étaient contre, il y a des raisons, leur expérience avec d'autres jeux, etc. Et qui commencent à voir qu'en fait, Illuvium c'est différent, Illuvium ça vaut la peine, c'est une bonne chose. Bon, après, il commence à parler c'est ma dernière vidéo, de la pré-open beta. Alors, la pré-open beta, c'est une pré-bêta publique qui n'existait pas, hein, on n'en a jamais parlé avant. Et ça arrive, il en parle avec cette vidéo-là. Donc l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que il pourrait augmenter de plus en plus le nombre de joueurs. Donc ça fait partie un peu de l'idée, hein. Voir, et ça a été mentionné ailleurs, voir pourquoi pas 100 000, ou tous les gens qui sont dans le Discord, ou toutes les personnes qui se sont inscrites, il y en a à peu près 100 000, pour cette bêta publique, privée, pardon, pour tous ceux qui sont inscrits pour la bêta privée, pour arriver en fait dans la pré-publique. Et il y a tout cet argent qu'ils avaient mis de côté pour les flash pools de stacking. Donc il dit les flash pools de stacking, ça n'a pas marché comme ils espéraient. C'était un moyen de mettre de l'argent pour les gens qui avaient un token. Et d'ailleurs, je crois que j'en parle dans la dernière vidéo. Si tu avais des tokens d'Axi, tu pouvais stacker tes tokens et avoir des Illuvium. Donc l'idée, c'était faire venir des gens et qui découvrent le jeu, etc. Donc ils n'ont pas été très contents avec les résultats. Apparemment, je crois que la dernière fois, c'était beaucoup des baleines qui avaient tout pris. Il n'y avait pas eu tant d'adresses que ça en plus. Donc c'était donné les tokens un peu pour rien. Donc ils veulent plus vraiment faire de flash pool. À la place, ils pensent peut-être qu'on pourrait faire un mode qui serait cette pré-open beta, hein, un mode d'entraînement, parce que c'est quelque chose qu'Aaron voulait faire et Kiran lui avait dit que non. D'ailleurs, il dit que il y a eu beaucoup de choses comme ça et qu'à la fin, il retourne sur la version d'Aaron. Donc, il reconnaît qu'Aaron est très malin et tend à avoir raison au début, même s'il s'en rend pas compte. Kiran ne s'en rend pas compte. Et après, l'admet. Et ce qu'il voulait faire, c'était ça, c'est-à-dire prendre une partie du stacking, le 1% ou 0,5%, hein, pas non plus des milliards, et donner ça comme yield aux gens qui vont jouer
au jeu en entraînement seulement dans l'après-open beta. Donc ça voudrait dire que n'importe qui commence à jouer là reçoit des ILV, le token, pour jouer. Donc c'est super de ce côté-là. D'un autre côté, j'en parlais sur, je crois que c'était avec Scoriox aussi, vendredi dernier. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Je pense pas, moi j'ai pas besoin d'être payé. Bon, je suis un cas particulier peut-être. Enfin, il y a beaucoup de personnes, tous ceux qui sont inscrits pour la bêta privée, euh, c'était pas rémunéré. C'est juste l'honneur et la joie de pouvoir jouer en premier, découvrir le jeu, peut-être avoir un avantage après, pour le connaître plus vite avant les autres. Donc là, après justement, sur Discord, ça a été débattu un petit peu. Quelqu'un a mentionné, j'en parle dans ma dernière vidéo, quelqu'un a mentionné ce que j'ai dit, et il y a une idée d'avoir des Illuvitar à la place ou des objets pour les Illuvitar. Pourquoi pas, hein, je pense que c'est une bonne récompense pour quelqu'un qui aime Illuvium et veut avoir des Illuvitar et pourrait en avoir peut-être quelques-uns ou des accessoires. Espérons qu'il soit unique pour son Illuvitar. Et ce sera un accessoire qui montrerait que tu étais là pendant la bêta d'entraînement. La training bêta, c'est ça, c'est une bêta d'entraînement. On verra. Mais donc, normalement, l'idée de donner des ILV est morte. Une autre idée qui est mentionnée là, mais bon, c'était avant cette discussion, c'était en fait de donner des ILV sous la forme de sylve. Donc ça, c'est pas mal, puisque ça permet aux gens de jouer gratuitement après. Et ça brûle des Illuvium. Mais bon, il peut y avoir beaucoup d'autres joueurs qui viennent après, qui ne soient pas vraiment liés à Illuvium, juste pour après vendre les sylphes quand il y aura une nouvelle pool non officielle sur Uniswap. Donc, j'aime bien l'idée des Illuvitar. Bon, alors, c'est tout pour ça. Ce qu'il dit, c'est que... Pause une seconde. Oui, donc là, il dit un point assez important, puisqu'il parle de l'entraînement, etc., en pré-bêta. Mais il dit qu'après, quand ils vont vraiment ouvrir le jeu, tu vas pas vraiment pouvoir faire beaucoup d'auto-battleurs, puisque tu vas pas avoir d'illuvial. Il n'y a rien qui reste quand c'est la bêta privée, pardon. Tout ça, ça s'efface. Donc tu commences et voilà, t'as rien. Donc comme t'as rien, tu vas pas aller te battre avec tes illuviaux. D'abord, il faut que tu ailles dans l'open world, donc il faut que l'open world, le monde ouvert, soit fait. Et dès que le monde ouvert sera fait, là, tu pourras aller te battre. Tu pourras attraper tes premiers illuviaux et tu vas pouvoir créer une équipe. Et après seulement, tu vas pouvoir aller dans dans l'auto-battleur. Donc ce qu'il disait, c'est par exemple un Fire, peut-être que personne n'en aura, puisqu'ils sont c'est évolution niveau 3, super fort, etc. Peut-être que personne n'en aura jusqu'à euh, jusqu'à 3 mois après le début du jeu. Donc voilà. Alors là, il y a une partie que j'adore, que je trouve extrêmement intéressant, c'est pourquoi Illuvium ne fait pas de whitelist. Alors moi, je suis complètement contre les whitelists. De manière générale, Illuvium a fait tout d'une manière exactement comme j'aurais voulu qu'un projet le fasse. Et alors pourquoi pas le whitelist? C'est très simple, en fait, c'est une whitelist, c'est quelque chose qui te donne un avantage, qui te permet d'acheter quelque chose, et après, tu as le jeu. Le problème, c'est, et alors j'ai parlé beaucoup de ça avec des gens qui ont acheté sur Star Atlas, le problème, c'est si quelqu'un n'a pas acheté ces trucs-là, puisque c'est un gros avantage, qu'il y a une raison de l'acheter, c'est ah là là, ça te donnait un avantage terrible. Ouais, tous les autres qui n'ont pas acheté ça, c'est quel est l'intérêt pour eux de venir jouer avec toi? Bah, pas grand-chose. Ah non, mais tu peux travailler dans le vaisseau du mec qui a mis 100 000 il y a 4 ans. Ouais, ouais, c'est quand même moins bien, quoi. Donc là, l'idée, c'est que tout le monde commence au même niveau au début. Ça sera un début juste, justement, puisque tout le monde commence pareil. Si quelqu'un a 40 millions dans le jeu, il peut pas acheter un Romfire et commencer l'auto-battler le premier jour, puisqu'il n'y en aura aucun à vendre. Donc ça, c'est tout à fait ce que je pense. Et il fait une analogie avec Tesla, et il dit, si pour des actions de Tesla, les premiers qui avaient acheté avaient un terrible avantage, les nouveaux investisseurs n'auraient pas autant envie d'en acheter. Et c'est exactement ça. L'idée, c'est pour un investissement, pour quelque chose que tu vends comme un investissement, comme un token, si tu veux que ça marche, si tu veux que le prix du token monte, et dit leur but c'est que le prix du token soit maximisé, il faut que ce soit intéressant d'acheter. Si c'est que des trucs, on se dit, oh, bah, ça aurait été bien d'être là avant, hein. Ah, dis donc, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Ouais, ok, mais il faut qu'il y ait une perspective où on se dit, non, mais même si je rentre maintenant, ça peut vraiment encore monter parce que je calcule par rapport aux revenus, etc., et ça peut monter. Maintenant, si tu as beaucoup d'avantages que certains NFT pouvaient s'acheter que l'année dernière, bah moi je serais jamais rentré sur ce jeu non plus, hein, puisque je les ai pas.
à quoi je vais jouer avec d'autres qui vont me démolir dans les combats parce qu'ils ont quelque chose qu'on peut plus avoir maintenant ou que je dois leur acheter 100 fois le prix qu'ils l'ont acheté. Donc ça a très bien pensé la manière de penser d'Illuvium. Pour moi, quand il y a des whitelists, c'est des arnaques. Ce qui est un peu décevant, c'est que bon, même s'il est contre les whitelists, il en pousse certaines, hein, de Fancy Bird et d'autres. Donc bon, c'est parce que c'est des partenaires, mais ouais, mais au moins eux, ils le font pas. Après, il parle à 1 minute 39, il parle de cette levée de fonds qui a été mentionnée plusieurs fois et il explique qu'en fait, la levée de fonds, alors c'est bizarre parce que sur le Discord, à quelques endroits, certains avaient dit qu'en fait, elle était déjà faite, etc., cette levée de fonds, et c'était ce que j'avais compris. Bon, là, c'est clair, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait, c'est une bonne nouvelle parce que je trouvais ça bizarre qu'il n'y ait pas d'information et que ça a été fait comme ça à huis clos, puisqu'ils avaient dit que la communauté aurait une chance. Donc, rien n'a changé. Euh, Sauf le fait que ça a été repoussé. Alors, pourquoi ça a été repoussé? À cause de l'exploit, à cause du problème qu'il y a eu du hack du contrat de Sylve, qui finalement, encore une fois, n'a vraiment eu aucune répercussion sur personne, hein. Ils ont remboursé quasiment tout le monde, ils vont rembourser les autres, ils vont créer un nouveau Sylve. J'ai 909 Sylve. Alors évidemment, ça aurait pu être stressant. Franchement, je suis pas stressé. Je sais qu'ils vont en refaire un autre. Je vais acheter des terrains et des Illuvitar avec ça. Tout va bien. Donc c'est quand même important à mentionner parce qu'en général, quand il y a des hacks, quelqu'un a perdu quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire pour cet investissement? Donc ça a été repoussé parce que quand tu as un hack comme ça et que tu as le stacking qui est bloqué et que l'investissement va passer par le stacking comme ceux d'avant, hein, bah, c'est pas un bon moment pour aller vendre ton projet. Donc ils étaient presque prêts, mais bon, tout a été repoussé. Ce qu'ils pensent faire, c'est toujours la même chose, hein, c'est donc que la communauté va pouvoir investir aussi, donc garder de l'argent, parce que je pense que ce sera potentiellement très intéressant. Et donc l'idée, c'est ça. Plus, plus tu vas bloquer ton argent, c'est-à-dire 1 an, 2 ans, il mentionne même 3 ans. C'est-à-dire si tu es prêt à bloquer ton argent 3 ans, c'est quand même beaucoup en crypto. Je le ferai sans doute quand même avec une partie d'argent. Si tu es prêt à bloquer 3 ans ton argent, c'est là que tu auras le meilleur discount. Donc c'est ça qu'ils veulent faire, hein. Donc, hein, ils vont avoir des tokens, ils peuvent les vendre au prix qu'ils veulent, puisque c'est les tokens du trésor, hein. Et bien ce qu'ils veulent, c'est les vendre à un prix pour des fonds d'investissement, normalement, hein, des VC, des venture capital. Ils leur vendent moins cher. Mais en échange, ils leur demandent de rester plus longtemps. Alors c'est des bonnes offres, mais en général, c'est offert que au VC, que au fonds d'investissement. Et là, ce qu'ils veulent faire, sans doute à travers Dailing, qui est le projet de Kane qui est en train de lancer sur Optimist, euh, ce qu'ils veulent faire, c'est que n'importe qui puisse participer dans ce contrat. Et donc voilà, donc si vous bloquez 3 ans, vous aurez un rendement, vous aurez un prix beaucoup plus bas. C'est-à-dire, par exemple, on pourrait dire le SEAL token, maintenant, il est presque à 700, il est resté à 680 aujourd'hui. On va dire que si tu te bloques 1 an, tu pourrais l'acheter à 500. Si tu te bloques 2 ans, tu pourrais l'acheter à 450. Si tu te bloques 3 ans, tu pourrais l'acheter à 400. C'est des chiffres complètement au hasard. J'ai aucune idée de les fourchettes qu'ils vont faire, s'ils vont les faire beaucoup plus fortes ou pas. Mais bon, leur but, ça va être bah, de ramener beaucoup d'argent comme ça, puisqu'ils ont une somme définie de combien ils veulent prendre. Ça va être faire pour lever cet argent. À mon avis, bon, eux, ils ont un peu peur, évidemment, que ce soit pas souscrit entièrement et que ça marche pas. C'est normal quand c'est ton projet. À mon avis, ça va être sursouscrit. À mon avis, ça va être difficile de rentrer. On verra, mais à mon avis, ça va être. Beaucoup de monde va vouloir rentrer dedans. Surtout parce qu'il y a les investisseurs institutionnels dedans. Ils ont parlé avec beaucoup d'entre eux, et là on voit en ce moment, ça n'arrête pas de tomber, hein. Même Binance, qui techniquement en est presque un, bon, ils ont mis 200 millions sur Forbes, ceux de Solana, ils ont pu remettre 400 millions sans problème. Il y a énormément d'argent en crypto, ils voulaient lever 100, 200, peut-être 250 millions, ils vont les lever. Enfin, on verra. Et si je peux, je ferai partie de ça aussi, peut-être vous aussi. Alors quoi d'autre? Après, il parle de justement par rapport à cet investissement, donc les problèmes qui ne peuvent pas le faire maintenant. euh, il dit qu'il y a justement énormément de demandes en dehors de crypto, puisqu'il parle avec des fonds, donc là il le dit lui-même, que le fait pour des investisseurs comme ça, plus institutionnels, d'avoir un discount super intéressant et d'être bloqué pendant 3 ans, c'est parfait, puisqu'ils restent, ils prennent des projets pas pour vendre dans 6 mois, hein, ils prennent des projets pour vendre dans 4, 5, 10 ans. Donc si de toute façon tu vas rester tout ce temps sur le projet et qu'en plus tu peux avoir un super prix parce que tu te bloques 3 ans, bah, c'est tout bénef.
Donc voilà, et il dit que, bon, il y aura du RevDiz, hein, et que c'est ça qui intéresse justement ces investisseurs, c'est vraiment le long terme, en voyant pas seulement les ventes actuelles de carburant, etc., mais en voyant les films qu'ils veulent faire. Encore une fois, hein, Arcane était génial, si on a quelque chose comme ça, c'est super, c'est vraiment un cercle vertueux, où quelqu'un voit le film, ça le fait jouer au jeu, quelqu'un a vu le jeu, il veut voir le film, etc. Ils vont faire ce qu'ils appellent merchandising, c'est-à-dire tous les petits objets, les peluches, etc. Tu vas pouvoir acheter sans doute ta peluche de Rampfire, ta peluche d'Atlas, ton t-shirt, etc. Tout ça, ils vont l'utiliser, ils vont le vendre. C'est comme ça que Pokémon fait quand même quasiment tout leur argent, hein. Et donc, et après des expansions comme Warcraft, le monde de Warcraft. Je pense qu'on dit World of Warcraft en français, comme ça. Et donc voilà, plein de revenue streams, c'est-à-dire des flux de revenus qui viennent un peu de partout. C'est ça qui plaît aux investisseurs. Donc voilà, j'arrête avec ça. Et après, il demande qu'est-ce qui se passe avec l'App Store, c'est-à-dire ton jeu là, puisque tu veux le faire sur téléphone. Est-ce que tu vas pouvoir le faire sur l'App Store d'Apple? Parce que l'App Store d'Apple est quand même vachement fermé. En général, s'il y a des paiements, c'est compliqué. Donc lui, il répond que bon, il a eu un projet qui était une entreprise qui était une app avant, donc il connaît les problèmes. Il pense que beaucoup va se résoudre avec Illuvium Zero, puisque ça va être sur téléphone, et que il pense être dans les lignes autorisées. Maintenant, bon, ils vont voir comment ça se passe justement avec Illuvium Zero, où ils vont essayer d'être à la fois sur Android, où normalement il n'y a aucun problème, et Apple, où c'est là où il y a peut-être un risque. Et ils pensent que s'il n'y a pas de problème là, il ne devrait pas y avoir de problème avec le jeu principal non plus. Après, à la minute 46, on commence à parler du stacking V2 et du Sylve. Il lui demande bah, c'est quand alors, hein, puisque là, ça fait quand même un moment qu'on attend. Évidemment, c'est à cause du hack, etc. Mais bon, pareil. Et donc lui donne une réponse qui n'est pas vraiment une réponse, mais bon, il ne doit pas avoir autre chose. Il lui dit aussitôt que l'audit est fait. Donc ça, aussitôt que l'audit est fait, c'est à peu près depuis novembre qu'on entend ça. Donc aussitôt que l'audit est fait, on en est toujours là. Ce qu'il explique, c'est que l'exploit, le problème, le hack qu'ils ont eu, a quand même pas mal cassé un peu le moral au début de l'équipe de Solidity. Mais en même temps, il avait dit dans un autre entretien qu'ils ont appris énormément grâce à ça avec les, tous les auditeurs. Et maintenant, ils ont Samsung qui a un super auditeur, qui a un site. D'ailleurs, je vais vous le mettre comme dans la description. Si j'oublie, mettez-moi dans les commentaires, je rajouterai. C'est samsung.com. Alors, Samsung, pas comme la marque, à la place du Samsung, c'est CZS et il n'y a pas de G à la fin. Mais donc voilà, il y a PeakShield qui est aussi là-dessus, comme QuantStamp a déjà fait leur audit. Donc ce qu'il dit aussi, c'est le problème, et ça c'est une des différences justement à voir Samsung qui est un mec complètement indépendant, euh, il dit le problème des auditeurs, des entreprises auditeurs, d'audit, c'est que en fait ils s'en moquent de ton produit, hein. Ils ont un audit à faire, après ils en ont 50 à faire. Bon, ils te disent l'audit est fait. D'ailleurs, c'est un des trucs justement qui montre que leur équipe de Solidity est quand même bonne. D'ailleurs, il parle d'une des personnes qui est dedans en disant que c'est un des meilleurs développeurs de Solidity. Personne de tous les auditeurs avait vu le problème de Sylve. Donc c'était pas un truc trivial du tout, hein. Donc maintenant il dit quand, bon quand, bah, ça prend 2 semaines normalement. Donc il espère qu'à la fin du mois, on est en février, donc à la fin du mois de février, on devrait avoir le stacking à nouveau. Alors ça j'espère, c'est quand même embêtant de ne pas avoir le stacking. Je sais qu'il y a des gens qui attendent de pouvoir stacker, il y a des gens qui espèrent pouvoir sortir. Après, il dit combien de temps pour Sylve dans les jours qui vont suivre. Alors ça c'est bizarre parce que si les audits prennent 2 jours, est-ce que l'audit sera déjà fait pour ça? Je sais pas, espérons. Après, il lui demande bon, alors, les terrains, la vente des territoires, c'est pour quand? When land? Et alors, il dit, bon, il a un t-shirt qui a fait Scoriox où c'est écrit Wendland. Lui, il dit Kiran, qu'ils ont acheté des tapis où il y a des squeezes dessus. Enfin, bon, ils sont en train de faire leur propre petite merchandising chacun. Et il dit, ce qui est vraiment frustrant avec la vente des territoires, c'est que tout était prêt. Et ça, c'est exactement ce qu'il disait avant. Donc, bon, au moins, il est stable dans ce qu'il dit. Dans d'autres interviews, il avait dit, tout est prêt, on repousse que pour le marketing. Donc là, il redit ça, on était prêt, on a repoussé que pour le marketing, et boum, il y a eu ce hack. Et c'est ça qui a tout poussé. Donc maintenant, ce qu'il veut, c'est
le stacking 2, hein, donc normalement fin du mois. Et après, il veut un peu de stabilité, il veut voir que la migration marche bien. Et seulement après ça, ils vont faire la vente de terrain. Alors il dit combien de temps c'est pour qu'on soit confortable, qu'on voit cette stabilité. Il a dit c'est peut-être une semaine, c'est peut-être 10 jours. Donc quand on dit ça, c'est peut-être 15 jours, peut-être 20 jours. Donc voilà, à mon avis, on est bien parti pour une vente de terrain en mars, sûr hein, déjà. Peut-être fin mars. Alors ça, c'est la partie qui est moins bien, puisqu'il commence à y avoir l'unlocking de tokens au milieu, bah, ça va diluer Illuvium, ça va permettre d'avoir plus d'Ethereum pour le Rev10. Enfin bon, ça, espérons qu'on n'arrive pas là, surtout pour moi. 55, minute 55, il demande, puisqu'il l'a dit quand même, bon, surtout des tweets et un peu partout, il lui demande est-ce que c'est vrai que les Illuvitars vont être beaucoup plus importants que les terrains, les territoires, les lands? Parce que tout le monde pense que bah, les lands, c'est ce qui est le plus important. Et dans des tweets, il a dit non, mais les Illuvita, ça va être énorme. Alors, est-ce que c'est que du marketing pour essayer justement de faire marcher les Illuvitar qui sont des images, hein, est-ce qu'ils vont servir d'avatar dans le jeu et que les gens regardent moins? Ou est-ce que c'est vraiment beaucoup mieux? Bon, lui, au début, il répond sur ma parole devant Dieu que les Illuvitar vont être mieux euh, que les terrains. Après, il se reprend un petit peu en disant non, mais les terrains, c'est très bien quand même. Et donc, il explique que puisque les terrains devaient être là en janvier, les îles Vitar devaient être terminés en février. Et ça va être fini en février comme prévu. Le mec qui fait ça, Roger, est toujours impeccable avec ses deadlines. Il est fini toujours tout à temps. Et donc, lui, il est là. Il sera peut-être 5 jours de retard. Mais bon, les îles Vitar vont être prêts. Ce qu'il dit, c'est que là, ils sont prêts à peu près à 90%. Et aussi, il raconte qu'il va y avoir un trailer, comme on a eu, bah, il y a eu plusieurs trailers, dont un particulièrement grand, le dernier. Il va y en avoir un fait par un des mecs qui a participé justement sur l'autre trailer, qui a fait des animations, et là, c'est lui qui fait tout. Et ils vont faire un trailer sur les Illuvitas. Donc ça va aider à vendre, ça va sans doute être complètement en image de synthèse, là, puisque c'est pas vraiment dans le jeu. Maintenant, il y aura peut-être des screenshots, enfin, une partie des vidéos qui montrent le jeu et où sont les Illuvitas pour te pumper, là, pour te donner envie d'en avoir. Ce sera sans doute très bien fait, on verra. Euh, donc il revient sur les lands et il dit que, bon, lui, il a gagné énormément d'argent avec les lands, avec Axie, il les a achetés pas cher au début, il les a revendus super cher après, et il adore les terrains, surtout qu'en plus, ces terrains, alors là, il dit, vont gagner probablement 5% de tous les revenus d'Illuvium. Alors ça, c'est vachement différent à ce qui a été dit avant, hein. Déjà, c'est probablement 5%, donc c'est pas sûr. Évidemment, tout peut être changé par le DAO, etc. Mais bon, normalement, c'est à peu près sûr. Est-ce que ça veut dire que ça peut être moins? On sait que ça va pas être plus. J'espère que ça va pas être moins. 5%, c'est déjà pas beaucoup quand même. Et c'est beaucoup pour ceux qui font le rêve 10 et c'est pas beaucoup pour ceux qui prennent des landes. Donc, mais il dit aussi pour tout le revenu d'Illuvium. Donc quelque chose qui a été mentionné par Aaron dans le Discord, c'est que oui, on va pas avoir des revenus que sur le jeu actuel, on va avoir des revenus sur tous les autres jeux d'après. Les lands vont rajouter des revenus comme ça, quand il y aura un nouveau jeu, ils vont produire quelque chose pour ce nouveau jeu. Maintenant, ça c'est pas sur tous les revenus d'Illuvium, puisque normalement tout ce qui est marchandises, etc., les terrains ne rapportent rien. Donc ce serait normalement sur les revenus de certains aspects des jeux. Mais bon, là il a dit sur 5% à peu près, probablement, ça c'est son mot probablement, des revenus de tout Illuvium. Écoute, moi comme je veux des landes, ça m'arrangerait, mais je pense que c'est juste une manière de le dire. Après, il commence à parler des cartes de Pokémon et de comment tu sais qu'elles ont beaucoup plus de valeur dès qu'elles n'existent plus et qu'elles sont très difficiles à trouver. Et c'est l'idée avec Illuvium de manière générale, hein, puisque l'idée c'est que tous les Illuvios qui sont là maintenant, qui vont être là quand le jeu va être lancé, ne seront là que pour... Avant, dans d'autres vieilles interviews, il avait dit 3 mois. Maintenant, il dit 6 mois, probablement 12 mois, peut-être plus que 12 mois. On verra, puisque là, bon, ils ont créé 150 personnages en 12 mois, mais en même temps, c'était un sprint super difficile à tenir. Donc, est-ce qu'ils vont agrandir l'équipe pour maintenir la vitesse, ou est-ce que ce sera un peu plus que 12 mois? Quand je parlais avec ça sur un forum de Shiny Shard, je crois que c'était en français, je crois que c'était celui de Shiny Shard en français, où je vous invite de venir d'ailleurs. C'est une super guilde à laquelle je me suis inscrit.
qu'en fait, eux, c'est des joueurs avancés de TFT et que si les sets changent plus souvent, plus fréquemment que tous les 12 mois, c'était quand même un peu trop. Donc eux, ils étaient plutôt à vouloir que les sets durent assez longtemps. Mais bon, là, c'est différent par rapport à TFT, puisque les sets d'avant restent. C'est-à-dire tout n'est pas complètement changé. Ils vont rajouter des Pokémon comme genre Pokémon Go, et ceux d'avant restent. Dans TFT, ils changent tout. Donc voilà. Ce qu'il dit, donc c'est ça, donc évidemment, après 12 mois, ils ont beaucoup plus de valeur, mais là, il revient sur sur les Iluvitar, et il dit, ce qui se passe avec les Iluvitar, c'est que ça va être pareil. Mais, ça va beaucoup plus vite de les faire, et peut-être qu'ils vont les changer tous les 2 mois. Donc, oui, tout le monde lui dit, ouais, mais ils sont illimités, tu peux en faire autant que tu veux, etc. Il faut toujours que je fasse une vidéo sur les Iluvitar pour expliquer bien ça. Donc restez attentifs, j'en ferai une probablement dans les prochaines vidéos. Mais donc oui, tu peux en faire autant que tu veux, mais en même temps tu payes pour les faire, hein. Donc tu vas pas en faire 500 000 quand il y en a certains qui coûtent, je crois, 2 ou 5 Ethers. Donc ils vont être limités quand même, mais oui, techniquement, on peut en imprimer autant qu'on veut, mais que pendant 2 mois. Donc lui, ce qu'il dit, c'est dans 3 ans, quand tu auras des joueurs qui ont des bitcoins ou qui ont de l'argent, qui sont youtubeurs, qui gagnent des tournois, ils vont se dire, et pourquoi il n'y a pas beaucoup d'Atlas, et ils vont vouloir en acheter un quand même. C'est-à-dire, tu vas avoir quelque chose, si t'as les premiers Iluvitar, tu vas avoir quelque chose qui finalement n'existe pas tant que ça, et qu'énormément de gens veulent s'il y a 100 millions de joueurs comme ils espèrent en avoir. Donc voilà. Aussi, ils rajoutent, alors ça c'est une fuite encore, moi j'avais jamais entendu ça, que certains Iluvitar, alors pas tous, sans doute les plus avancés j'imagine, c'est les plus chers, ceux de tier 5, etc. J'espère qu'il y aura une certaine logique comme ça, que ce ne sera pas pris au hasard. Ils vont avoir des fonctionnalités en plus. Alors là, il ne détaille pas vraiment, il dit que par exemple certains vont te permettre d'entrer dans certaines choses. Alors est-ce que ce sera dans le monde virtuel, genre si tu as l'Illuvitar d'Atlas, tu as le cinéma que je montre dans la vidéo Sanctum Mesa, tu as le cinéma de Sanctum Mesa illimité gratuitement, alors que sinon il faut payer un peu. Est-ce que c'est des entrées vers des conférences d'Illuvium où tu n'aurais pas besoin de payer parce que tu as l'Illuvitar Hollow de Ramfire? Je sais pas, les deux sont intéressants, on verra. Mais ça existe déjà, il y a déjà des NFT, certains NFT qui te servent je crois que c'était avec AV, ou si tu l'as eu, c'était tiré au sort, tu peux revenir aux conférences d'AV, ou aux fêtes d'AV, de manière illimitée toute ta vie. C'est-à-dire celui qui a ce NFT peut rentrer. Pourquoi pas, hein. Donc là, après, je vais avancer parce qu'on arrive à 1 heure, et à 1 heure, et je vais bouger ma tête aussi, voilà, à 1 heure, il y a Grant qui arrive, et donc Grant, le troisième frère, hein, il y a eu, si on lui donnerait un ordre, c'est un peu dans l'ordre où ils sont arrivés, t'as Kiran, celui qui est en haut à droite, après t'as Aaron, celui qui est pas là, mais j'ai fait un entretien avec Volkin, si vous regardez mes vidéos, j'ai déjà tout traduit aussi, et Grant, qui avant s'appelait Von Neumann, qui était anonyme et qui maintenant est là. Donc voilà, donc il arrive, bon, il parle, il joue un petit peu. Bon, Kiran mentionne qu'il est niveau 5, ça fait rire Grant, qui apparemment est peut-être niveau 50 par rapport à ce qu'il dit. Bon, ils se battent un peu. Il raconte comment Grant a cassé une télé d'entre 5 et 12 000 dollars en jouant à FIFA. Ils sont en train de se tirer des blagues, mais vraies aussi l'un à l'autre. Et il dit, bon, bah ouais, on joue à FIFA. Il était tellement pas content d'avoir perdu qu'il a jeté la manette comme ça. Elle a rebondi, elle est arrivée droit dans la télé qui était neuve de 80 pouces. Et, euh, et elle était complètement cassée. Donc voilà, donc ils parlent de choses comme ça. Bon, en fait, ils jouent à qui est le meilleur au jeu vidéo, qui est nul au jeu vidéo. Donc voilà, ils s'insultent en rigolant. Après, ils mentionnent un koala comme illuvial, mais ils vont pas donner beaucoup plus d'informations dessus. Euh, dans une interview comme ça, il lui avait déjà donné un kangourou, et donc le koala pour l'instant n'est pas donné. Après, Kiran dit, bah oui, après on n'aura plus assez de leaks, et Grant dit, non, 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 on en a encore plein, plein, plein des leaks, vu des fuites, hein, leaks, fuites, vu la quantité de choses qu'ils n'ont pas encore montré. Donc après, il commence à demander, bon, qu'est-ce qui se passe avec le délai
pour le jeu principal. Parce qu'une des théories de Etemor, avec qui je parle souvent, qu'il avait raconté, c'est que lui, en fait, il pensait que... euh, D'ailleurs, il a un Discord à lui, avec son Patreon, etc., si vous voulez regarder, si vous parlez anglais. Euh, Lui, ce qu'il disait, c'est qu'il pensait pas qu'il y aurait de délai, parce qu'en fait, tous les délais étaient liés à d'autres trucs. Par exemple, le stacking V2, Sylve, etc. Ça joue pour Illuvium 0, mais ça joue pas vraiment tout de suite pour le jeu principal. Donc, puisque c'est des équipes séparées, etc. Donc là, finalement, il lui dit non, en fait, il n'y a aucune chance que le jeu sorte au premier trimestre. Il va sortir au deuxième trimestre. Mais c'est garanti qu'il sorte au deuxième trimestre. Alors il lui dit, ah ouais, alors c'est genre, parce que quand ils disent deuxième trimestre, on arrive à juin, quoi, parce que c'est toujours le dernier jour du trimestre. Il dit non, 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 ce sera maximum genre un mois, ou 2 semaines, ou 2 mois max, mais pas 3 mois. On verra, il y a toujours des raisons de repousser, mais si on avait déjà l'après-bêta et qu'on pouvait tous y jouer, même en mode d'entraînement, ça, ça nous permettrait de digérer vachement mieux l'attente. Et alors là, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, pourquoi il y a un délai? Parce que ils ont eu ce hack. Et il dit que le hack, là, même si c'est lié vraiment à DeFi, à blockchain, etc., en fait, ça a retardé tout parce que ça a pris complètement leur attention. Et bon, ça a joué beaucoup. Après, il retourne sur les graphiques du jeu et il dit que bon, les autres jeux crypto, etc., ils vont être complètement humiliés avec ces jeux-là. Et c'est sûr, hein, les autres jeux crypto, ils sont nuls, nuls. Donc, si c'est comme ça a l'air d'être, avec ce qu'on voit avec le trailer, etc., ça va être une révolution, ça va être complètement différent. Et ce qu'il dit, c'est que c'est tellement différent au niveau graphique et complexité des autres jeux crypto que justement, bon, c'est là qu'il pensait que non seulement ça va être, ça va partir comme un feu de forêt, mais en plus, puisqu'il y a une certaine complexité, c'est là qu'il reparle encore de la possibilité de s'entraîner. Euh, Quelque chose d'autre qu'ils disent, c'est que ils savent que le jeu est génial maintenant. À un autre moment, il raconte Grant c'est quand ils n'ont pas toutes les pièces de fait, etc., il avait un peu peur de pas réussir à être à la hauteur. Maintenant, ils savent qu'ils ont fait quelque chose de génial, puisque tout est assemblé, ils peuvent y jouer, etc. Mais ils savent aussi qu'ils peuvent le rendre encore super, vachement mieux. Donc ils sont pas, c'est pas fini du tout. Eux, ils veulent continuer de rajouter des choses. Et justement, c'est ça l'avantage d'être en open bêta après, en bêta publique après. C'est toujours une bêta, ils peuvent continuer de rajouter, rajouter, rajouter et d'améliorer tout ce qu'ils veulent améliorer. Après, il y a quelque chose que, pardon, que VTMort à la minute, à l'heure 1h18 appelle la dynamique des frères. Euh, bon, il nous explique un peu qu'en fait, Kiran veut tout de suite, il le veut même hier. Aaron, lui, c'est le contraire. Lui, Aaron, il voit que c'est 30%, qu'il n'y a que 30% de fait encore, qu'il faut améliorer, que c'est pas fini. Et Grant est un petit peu au milieu. Et bon, c'est comme ça que tu arrives à des concepts d'open beta, de pré-open beta, où bon, c'est pas fini, mais peut-être qu'on peut quand même montrer ce qu'on a. Parce que bon, le point de Kiran sur Twitter, etc., c'est quand il a vu le jeu, il se dit mais pourquoi on le sort pas tout de suite? Il est déjà jouable, il est génial, etc. Après, il parle aussi des autres jeux, hein, et encore, je suis complètement d'accord avec eux. Il dit les autres jeux qui disent qui sont le Pokémon de crypto, ils ont genre 10, 20 personnages avec 5 variations en deux dimensions et c'est tout. Eux, ils ont 150 personnages en 3D. Donc encore, c'est pas du tout la même. Ils jouent dans une autre catégorie. Après, il y a 1 heure, 21 minutes, 21 minutes, Grand View, donc l'opinion de Grant. Donc Grant, là, qui dit il se demandait toujours si ce serait suffisamment bien. Maintenant, il sait que c'est super génial ce qu'ils font. Et, euh, et il parle du Discord qu'ils ont dans l'équipe. Parce qu'ils ont un Discord à part pour l'équipe. Et il dit qu'il est sans arrêt blanc. C'est-à-dire qu'on a tous les différents chats où il y a quelqu'un qui a écrit, parce qu'il y a tellement de travail qui se fait, les mecs poussent sans arrêt, montrent ce qu'ils font, posent des questions, etc. Donc c'est sans arrêt en effervescence là-dedans. Et ils pensent que le feedback de la private beta sera très bon. Après, il commence à parler, c'est pour ça que cette interview est géniale et que je voulais la traduire, hein, tous les sujets qui sont abordés. 1h23 minutes, l'unlock de token le 31 mars. Et alors, donc, il y a beaucoup de personnes qui vont pouvoir vendre, mais c'est pas ça qui me gêne, moi. Moi, ce qui me gêne, parce que je pense pas que tout le monde va vendre. Je pense que ça va simplement être mis sur CoinGecko, etc., comme
des tokens qui font partie des tokens en circulation. Donc, il y a du FUD autour de ça. Ça peut diluer le prix. Ce qu'il pense, lui, c'est que, bon, tôt ou tard, on ne peut pas garder tout le monde bloqué. Hein. Donc, il y a des choses qu'ils sont en train de faire pour essayer de bloquer les gens un peu plus, de repousser tout ça. Mais bon, c'est impossible de bloquer complètement tout le monde. Il dit qu'il va y avoir des revenus avec les landes, avec les territoires, avec les Iluvatar. Et peut-être aussi, il pourrait faire une version payante de la pré-bêta d'entraînement. Alors ça, c'est assez dingue parce que c'est exactement le contraire de ce qu'ils voulaient faire avant. Mais bon, c'est une option sur la table où tu paierais pour jouer. Alors que l'autre option, c'était qu'ils allaient nous payer pour nous récompenser de jouer. Donc ça m'étonnerait que ça sorte, là, de nous faire payer pour jouer. Je trouve que ça apporterait pas beaucoup de revenus. Ce serait une très mauvaise idée. Je suis pas pour qu'on nous paye, mais je suis encore moins pour payer pour essayer la bêta. Donc c'est ça, il dit, bon, tôt ou tard, les tokens vont être mis en circulation, mais on ne peut pas bloquer les gens dans des contrats sans arrêt, pour toujours surtout. Mais le prix du token va être basé sans doute sur les revenus, justement. C'est pour ça qu'il mentionne les revenus. Et comme une entreprise normale, traditionnelle, hein, pas crypto, est évaluée par rapport à ses revenus, il pense que ça va être la même chose. Donc même s'il y a plein de gens qui vendent parce qu'ils ont acheté vraiment pas cher et que maintenant ils sont débloqués, les seeders, les pre-seeders, etc., euh, les investisseurs initiaux, hein, ils pensent que de toute façon, ces tokens vont être achetés par rapport aux ventes qu'ils auront. Donc tout va être lié à combien ils peuvent générer de revenus. Ça c'est vrai, c'est quelque chose auquel j'ai pensé et j'ai même failli faire une vidéo là-dessus. Je la ferai peut-être plus tard, mais je peux vous donner une des grandes idées qu'il y a dessus. C'est, d'ailleurs, il mentionne lui-même, c'est des dividendes. Le rêve 10, c'est des dividendes. Maintenant, les dividendes qu'on aura par token, si on arrive par exemple à avoir 1 milliard de dollars de revenus, comme Axie, hein, donc à mon avis, on aura plus qu'Axie, mais 1 milliard de dollars de revenus pour 10 millions de tokens, et c'est moins que ça, parce qu'il y aura moins en moins de tokens avec les Sylves. Ça, vous pouvez regarder ma vidéo sur l'illuvium déflationniste. Bon, ça va faire minimum 100 dollars par an de revenus. 100 dollars par an de revenus par token. Donc là, on peut calculer, bon, bah, combien vaut le token à partir de ça. Alors, il y en a qui font différentes sortes de multiples, hein. Tu peux calculer avec un multiple de 20, etc. Si tu ça pour la technologie, ce sera assez normal. Si tu regardes Tesla, et que c'était le même multiple, ce sera un multiple de 200, 290, ça change tous les jours. Enfin, ils ont eu des multiples complètement dingues. Si tu regardes des entreprises qui sont des aristocrates de dividendes, c'est-à-dire qui ont donné des dividendes depuis vachement longtemps, je ne sais plus si c'est 25 ans ou 45 ans ou 50 ans, sans s'arrêter. Ces dividendes-là sont ridicules. Je pourrais donner des exemples, mais tu as Walmart, tu en as d'autres. Je ne veux pas donner certains noms, parce qu'il y en a une d'entre elles, peut-être que je travaille dedans. Mais tu gagnes des centimes. Tu gagnes des centimes pour des actions qui valent beaucoup plus que ça. Donc tu as 1%, voire moins, de revenus avec ton dividende, sans parler des taxes et tout ça. Donc si on faisait la même chose, 1% pour 100, voilà, c'est tout. C'est déjà un token à 10 000 rien que comme ça. Donc on va me dire oui, mais c'est pas la même chose. Quand les investisseurs institutionnels vont venir, si on leur dit écoute, ça t'intéresse d'avoir 1%, tu veux diversifier, c'est déjà une chose. Et à mon avis, les revenus vont pas s'arrêter là. Donc voilà, c'était l'apostrophe. On retourne sur l'interview, sur l'entretien. Euh, Compétition crypto, pourquoi est-ce qu'il se bat un peu avec les autres projets? Bon, je n'ai pas trouvé cette partie particulièrement intéressante. Bon, c'est simplement, bon, il a tendance à faire beaucoup de trolls à d'autres projets, beaucoup moins qu'avant. Et son point, ce qu'il dit là, c'est qu'en fait, PlayStation, c'est pas, ils sont pas à se dire oh là là, qu'est-ce que je m'entends bien avec Microsoft. C'est des entreprises qui sont en compétition pour un même marché. C'est pour ça, ils se battent comme ça entre eux. Après, il parle de Guild of Guardians, vite fait. Alors là, ça va super vite en fait, parce qu'il en parle, il le mentionne comme quelque chose qui est peut-être intéressant. Et après, il dit que bon, il n'y a rien de fait encore. Et que quand il était en, en DeFi et qu'il faisait de l'argent, là, comme j'ai mentionné avant, ce qu'il voulait, c'était des intérêts.
Donc il n'était pas marié à aucun protocole, il passait de protocole en autre protocole pour voir là où il pouvait faire le plus d'argent. Et il pense que c'est la même chose avec les jeux maintenant, c'est-à-dire les gens vont passer de jeu en jeu pour essayer de trouver les jeux qui rapportent le plus d'argent. Je crois que c'est exactement ce qui est en train de se passer maintenant, avec les NFT aussi. Donc tu as un jeu qui monte, après il commence à descendre, et puis tu passes au suivant, etc. Et puis ceux qui arrivent trop tard, ils perdent de l'argent tout le temps. Euh, donc c'est tout, bah, il mentionne ça. À mon avis, c'est là où tout peut casser ce cercle un peu, c'est quand tu as un jeu que bah, t'aimes bien jouer, tu continues à y jouer même s'il y a un autre, s'il y a un Ponzi sur le côté qui gagne plus d'argent. Après, il parle, bon, on est déjà arrivé à la fin, hein, le lien entre les Warwick, puisqu'ils se disputent vachement dur, hein. D'ailleurs, il explique que quand il avait 6 mois, il a failli être... ce- il y a quelque chose qu'il avait lâché, il était tombé dans l'eau, il a failli se noyer, Grant qui avait 3 ans il était passé à côté sans rien dire, bon, finalement ils ont pu le voir et le sauver, et que dans une dispute, il lui a dit, la pire chose qui m'est arrivée, c'est quand t'es sauvé ce jour-là, de l'eau. Et sinon, il y a eu d'autres commentaires plus drôles. Apparemment, il lui a dit que bon, il était un flop depuis ce jour-là où il a failli se noyer. Donc, c'est une espèce d'insulte liée à l'eau, quoi. Je sais pas, qu'est-ce que c'est comme si on disait que tu étais une bouée depuis ce jour-là et que la bouée, ça voulait dire que t'es pas très malin. Enfin bon, c'est l'idée. Ils disent que c'est extrêmement australien d'être aussi agressif comme ça. Je sais pas. Mais que finalement, bon, la famille, c'est la famille et qu'ils ont un lien très fort. Finalement, là, était mort dit, bon bah je pense que c'est un bon moment pour arrêter, hein. Ça faisait déjà 1 minute, 1h40. Euh, et il leur dit, bon bah est-ce que vous voulez dire un dernier mot? Et il dit oui, c'est les graphiques qui sont géniaux. Tous ceux qui n'y croyaient pas, parce qu'il y a énormément de monde qui, après le trailer, etc., disaient non, mais ça, c'est pas un vrai jeu, c'est que des images de synthèse. Certains qui disaient non, moi je travaille là-dedans, je sais que c'est pas vrai, etc. Des youtubeurs pareil qui disaient non, mais ça, c'est. Qui avaient commencé à troller tout. Et c'est là où il dit bah, il y en a qui ont 50 000 suiveurs, abonnés. D'ailleurs, abonnez-vous hein, à ma chaîne si ça vous a servi, si vous êtes arrivé jusqu'ici. Parlez-en, abonnez-vous, faites un commentaire, mettez j'aime. C'est comme ça que je vais continuer. Euh, et bon, ils vont leur donner des accès justement pour que ces gens qui critiquaient complètement, qui ont pas mal de pouvoir d'abonnés, etc., jouent au jeu et changent complètement de camp. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc, bon, j'ai mis pause comme ça de temps en temps pour éviter d'avoir à faire trop d'éditions. D'ailleurs, j'enregistre comme ça, je mets pause de temps en temps dans OBS et après, j'envoie direct, surtout et principalement par manque de temps. Donc, j'espère que vous m'excuserez. N'oubliez pas que dimanche, on a le cercle crypto qui continue avec cette fois-ci le live sur la chaîne de Zach. Et on va continuer toutes les semaines comme ça. S'il y a des interviews que j'ai pas traduites, même si elles sont vieilles, mais vous pensez qu'elles valent vraiment la peine, dites-moi lesquelles, je vais y penser, je vais les regarder. Allez, à bientôt.